La Française Marie-Sabine Roger écrivait dans son œuvre « Les 36 chandelles » publiée en 2014, je cite, « Les secrets de famille sont des araignées noires qui tissent autour de nous des toiles collantes. » Fin de citation. Cette histoire que nous allons décrypter ce soir est la toile de notre témoin. C'est son secret de vie, c'est son fardeau. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie sur RTI2. Notre témoin du soir s'appelle Karim. Il nous révèle ceci, je cite, « Je suis accro à la compagne de mon père. » Fin de citation. Ceci dit, notre objectif de ce soir est de lui trouver les meilleures solutions pour sortir de ce turbo, pour sortir justement de ce tonneau, pour faire face à cette impasse. Et pour une meilleure atteinte d'objectifs, nous allons accueillir ce soir la coach Prisca Bro, étant donné que c'est notre voix de la sagesse. Bonsoir Lynn. Bonsoir coach. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, et toi Lynn? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Amis de Secret de vie, si ce soir j'ai décidé de planter le décor avec une citation littéraire, c'est simplement pour vous rappeler que nous sommes dans la semaine du Salon international du livre d'Abidjan. Donc n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Et je rappelle que cela s'achève le 3 mai, précisément le dimanche. Et sinon, et vous, coach, vous avez fait un tour? Il y a un stand au Centre culturel français au Plateau. Donc, comme c'est la zone que je fréquente le plus, j'y étais. Mais je pense que je vais faire un tour au parc d'exposition également. Allez-y. Vous savez bien, vous avez l'habitude de dire vous-même que la lecture est très importante. Oui, j'étais en train de fouiller comme ça pour chercher des livres pour les enfants. C'est bientôt les vacances. Au-delà des tablettes, des écrans, il faut qu'ils aient des livres pour lire, découvrir, connaître certains mots, pouvoir écrire, pouvoir s'exprimer et développer une bonne élocution. C'est clair. En plus, lire, c'est thérapeutique, un peu comme l'humour. Alors, amis de Secret de vie, parlant de thérapeutique, parlant de guérison émotionnelle, notre témoin de ce soir a décidé justement de se libérer, de sortir de sa prison émotionnelle en se confiant à nous. Il nous raconte comment justement l'interdit s'est installé dans sa vie au point de devenir une obsession. Écoutons-le. Moi, c'est Karim. Alors, je suis présent en ce jour pour vous parler de mon histoire. Quelque chose que j'ai vraiment vécu qui me pèse quand même sur le cœur. Voilà. À la vérité, j'ai vécu mon père depuis tout petit. Et lorsqu'il s'est séparé de ma mère, j'étais encore très petit. Il s'est séparé de ma mère, ce qui a fait aujourd'hui que je n'ai pas connu ma maman. Je ne l'ai pas connu véritablement. Et depuis ce temps-là, mon père, en vrai, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Il aime beaucoup les femmes, tout ça. Donc, il ne faisait que faire défiler les femmes à la maison. J'en ai connu plusieurs. Par contre, la dernière avec qui il est présentement m'a beaucoup marqué. Voilà. Elle m'a marqué par son attention, par sa forme. Parce que c'est une femme, en vrai, c'est une femme qui est très belle. Elle est jolie, claire, avec une forme généreuse, qui sent vraiment bon. Donc, c'est ainsi, en ce temps, je crois qu'il avait 14 ans, et elle, 22 ans, je crois bien. Et on vivait ensemble. Et mon père, c'est quelqu'un de beaucoup occupé, c'est-à-dire, il n'était jamais à la maison, quoi. Il n'était jamais à la maison, il était tout le temps parti. C'est quelqu'un aussi autoritaire. Pour lui, c'est-à-dire la famille, c'est pas. Payer la maison, gérer la nourriture, c'est fini. Le reste, j'ai pas ça. Donc, je vivais avec sa femme. C'est avec qui il était. Bon, c'est avec qui il est présentement plutôt. Et sa femme était vraiment gentille avec moi. Bon, elle est toujours gentille avec moi, bien. Et mon père, comme c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas le temps, elle se plaignait souvent du fait que
Tu n'as pas le temps pour elle, tout ça. Voilà. Et j'ai constaté qu'à un moment, elle commençait à avoir un regard favorable sur moi. C'est-à-dire, c'est pas assez. Je dirais si c'est sentiment, c'est quoi, mais je ne sais pas. Mais je me suis jamais posé la question, vu qu'il était encore petit, elle est plus âgée que moi, elle me dit ça ne peut être possible. Mais un jour, elle était en chambre. Elle m'a appelé Karim, est-ce que tu peux venir? Je suis venu. Elle me dit, viens m'aider, on va ranger les affaires, tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentré. Lorsque je suis rentré, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé, elle veut prendre quoi, elle s'est abaissée en soulevant quelque chose. Et j'ai vu vraiment le paradis sur terre. C'est-à-dire, j'ai vu sa forme en long et en large, une forme généreuse. Elle sentait bon, super bon. Et bizarrement, tout à coup, ça m'a glissé sur moi. Et puis, je me suis laissé emporter. Et puis voilà. Au sortir de là, j'ai eu mon premier rapport. Parce que je n'avais jamais fait auparavant. Et après ça, à chaque fois qu'on a l'occasion d'être seul, on sortait toujours ensemble. Et j'ai fini par prendre plaisir. Il arrivait souvent qu'elle en cuisine, en train de cuisiner, elle porte des habits somptueux qui met en valeur sa forme. Elle se déhanche en train de cuisiner, elle m'appelle de venir goûter la sauce. Et moi, je courais toujours pour aller goûter. Et quand je vais goûter la sauce, elle s'arrête toujours à me faire tomber. Et à chaque fois, on avait des rapports. Et un jour, mon père était là, il a constaté que je suis tout le temps collé à sa femme, j'ai un regard vraiment bizarre qu'il a remarqué sur elle, tout ça. Donc, il me posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je disais que rien, c'est tout. Donc, les deux se disaient souvent pour dire que pourquoi mon père se plaint du fait qu'elle est trop collée à moi, tout ça. Les deux se plaignaient, se disputaient, mais bon, moi, je ne me mêlais pas de la discussion. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion d'être seul, on sortait toujours ensemble. Et vu que les disputes entre elle et mon père devenaient de plus en plus récurrents, j'ai dû quitter la maison quand j'ai eu mes 18 ans pour aller vivre avec un ami. Voilà. Et étant là-bas, j'ai essayé d'avoir d'autres relations avec d'autres filles. Mais la vérité, j'ai jamais cessé de penser à elle. Même Marie était loin parce que j'ai l'impression qu'avec les filles que j'essayais de sortir, c'était pas pareil au fait. C'était pas pareil. Je me mentais à moi-même. Donc, je trouvais des prétextes pour venir saluer mon papa. Parce que je savais que quand j'allais venir, si on a l'occasion d'être seul, on va encore coucher ensemble. Donc, un jour, je suis venu, j'ai demandé pour mon père, m'avait savait que mon père n'était pas encore rentré de sa mission, tout ça. Moi, j'ai décidé de rester, passer la nuit, et puis quand on allait revenir, prendre ses nouvelles. Puis voilà. C'est ainsi que je suis resté, et puis cette nuit-là, elle est rentrée dans ma chambre. On a fait ce qu'il fallait. À la vérité, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que mon père avait une si belle femme et puis il n'avait pas vraiment le temps pour elle. Je ne sais pas. Mais moi, je prenais plaisir parce que la femme était vraiment belle. Du moins, elle est vraiment belle. Donc, j'ai quitté la maison, mais je venais à chaque fois les rendre visite, les saluer. Parce qu'il s'est en réalité que quand je vais venir, si on a un petit moment, quelque chose va se passer. Et lorsque j'ai quitté la maison, je suis allé vers mon amie. Elle a changé de comportement avec mon père, c'est-à-dire elle est devenue un peu plus hautain.
irrespectueuse. Elle n'écoutait plus mon papa. Voilà. Et ça, je pense que il le mérite un peu quand même parce que je ne peux pas comprendre que tu ne peux pas avoir le temps, un minimum de temps pour ta famille, non. Non, il méritait au moins ce qui lui arrivait. Je savais que ce n'était pas vraiment, normal ce qu'on faisait. Mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher. Je ne pouvais pas m'empêcher parce que, comme je disais tantôt, la femme était super belle et puis elle se faisait toujours des choses pour m'attirer son filet. Et moi, je succombais chaque fois. Je succombais chaque fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux sont toujours ensemble, vivent ensemble. Ils essaient d'avancer dans leur relation. Mais je dois avouer aussi que je ne l'ai pas encore oublié parce que, voilà, je m'y force à passer à autre chose, mais je n'arrive pas. Parce que c'était ma première fois avec elle et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué, puis voilà. J'essaie de me retirer, mais à chaque fois qu'on se voit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Et jusqu'à aujourd'hui, mon père, lui, ne le sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais je suis là pour en parler parce que ça joue un peu sur ma conscience. Ça joue un peu sur ma conscience. Même si, au fond, je ne regrette pas. Mais voilà. C'est un peu mon histoire. Je suis accro à la compagne de mon père. C'est le secret de vie de Karim, notre témoin. C'est un poids qu'il ne peut plus porter seul ce soir, donc il décide d'avoir une solution auprès de nous. Il attend justement vos suggestions, vos avis, votre point de vue au 27 22 40 12 58. En tout cas, tout ce qu'il pourra lui permettre de se sentir mieux. Coach, Oui, Lynn. impression après écoute? Je crois qu'on a une version inversée de notre histoire du lundi. Exactement. La fille qui avait des rapports avec son oncle. Aujourd'hui encore, on est dans une transgression, un interdit. Le fils qui se promène dans les culottes de son papa. Et le fils dit être accro aujourd'hui à la compagne du père. Mais à la vérité, coach, est-ce qu'il n'est pas plutôt accro au pouvoir de déstabiliser son père? Surtout que ce dernier n'a jamais eu le temps pour lui, ce dernier l'ignorait, lui a fait voir toutes les couleurs. C'est un ensemble de tout. Déjà, il faut dépeindre le tableau de cet enfant-là. Il est déjà, comment je vais dire ça, prédisposé à tomber facilement dans un trouble émotionnel ou une manipulation émotionnelle. C'est quelqu'un dont on a séparé très jeune de sa mère, qui n'a même pas de figure maternelle dans sa vie. Et il précise, et ça aussi j'ai tenu à relever ça pour tous nous-mêmes parents, ça nous permet d'éveiller nos consciences. Les enfants, il ne suffit pas de les nourrir, de les blanchir, de les scolariser et de faire autre chose. Et eux aussi, ils vivent leur vie. Leurs besoins émotionnels, leurs besoins affectifs aussi, c'est aussi de notre devoir de pouvoir les aider à combler. Et je rappelle qu'en cas de séparation, il ne faut jamais couper les liens du parent qui n'a pas la garde de l'enfant. C'est très important d'avoir une figure paternelle et une figure maternelle dans la progression, dans le développement émotionnel, psychologique d'un enfant. Et donc, vous voyez que cet enfant-là a vécu sans sa présence maternelle, avec un vide affectif criard, un vide émotionnel criard, surtout que le père, il vivait certes avec lui, mais il ne s'occupait pas vraiment des besoins de cet enfant-là. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si notre témoin est tombé facilement dans l'interdit, c'est parce qu'il a eu un besoin affectif. Donc, il allait le chercher là où il ne le faut pas. Il a essayé de compenser, de combler son besoin affectif. Et là, ça se trouvait en face de lui. Donc, dans ces cas de figure-là qui sont courants chez certains adolescents, ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre la figure d'autorité ou parentale que représente la compagne de son père
Et lui, ses besoins, son vide affectif et émotionnel et ses pulsions sexuelles qui se réveillent bien évidemment à 13, 14, 15 ans. Du coup, coach, c'est de l'amour, de la dépendance ou de la culpabilité que ressent notre témoin réellement? Je pense que c'est de la dépendance, mais surtout c'est un piège de l'empreinte aussi. C'est une empreinte affective et émotionnelle. C'est-à-dire que le premier rapport sexuel dans la vie de quelqu'un, on l'a décrit longuement la dernière fois. Exactement. Et ça génère des hormones qui créent l'attachement, qui créent un lien et qui marquent le cerveau au point où on a envie de reproduire. Et ça, il y a les premières conséquences, ce sont les rapports avec les autres. La difficulté de créer des relations saines avec les autres parce qu'on aura tendance à comparer ce rapport-là, on aura tendance à comparer ce lien-là. Et très souvent, on n'arrive pas à combler ce lien-là. Et on va toujours se référer à cette figure qui nous a procuré cette empreinte-là. Et ça va devenir comme ce qu'il dit, une addiction. Aujourd'hui, notre témoin est addict, il est accro, il cherche justement à couper les ponts. Amis de secret de vie, pour vous, quel est le meilleur moyen pour arrêter tout ceci? Lorsque on est épris d'une personne, lorsque on est, je vais dire, fan, accro, on est éperdument amoureuse. Coach a dit non, que ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Lorsqu'on dépend affectivement d'une personne, comment on coupe tout ceci? 27 22 42 12 58. Je souligne que nous sommes aussi en direct sur la page Facebook de la chaîne RTI2. Vous pouvez aussi interagir en direct. Alors, coach, en attendant que le téléphone crépite, comment on coupe les ponts? D'abord, lui-même, vous avez vu qu'il a fait une séparation physique, ça n'a pas marché. Il revient toujours à la maison. Exactement. Peut-être la solution drastique, c'est qu'un jour son papa va l'attraper et puis Mais je le sens, il est très malin d'ailleurs, notre témoin. Donc je ne pense pas que ça arrivera de sitôt. Il connaît les habitudes de son père. Mais vous savez, l'être humain est insaisissable. Un jour, vous êtes tellement sûr qu'il ne viendra pas que ce jour-là, il viendra et il va vous surprendre. Justement, le père commence à avoir il a commencé, c'est pas comment s'il a observé, mais c'est comme c'est un père qui est toujours en train de courir avec d'autres femmes. Il n'est pas très regardant sur ça, sinon il a observé, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche entre son fils et sa compagne. Il y a des femmes, par exemple, lorsque leur mari, soit malheureusement avec leur fille, se taisent pour soit garder leur foyer ou bien parce qu'elles ne veulent pas perdre l'homme avec qui elles sont. C'est des femmes qui ne sont pas bien mentalement, elles ne sont pas stables. Sinon, quand vous êtes stable, vous avez tout ce qu'il faut en tant que femme. Ce n'est pas quelque chose que vous laissez passer. Alors, est-ce que cela peut arriver aussi avec les hommes? Est-ce qu'il peut arriver que le père, comme il ne veut pas perdre la femme, elle est tellement magnifique, comme nous le décrit notre témoin, se dit, je fais fi de tout ceci, je ferme mes yeux, donc je refuse de croire que... On n'a même pas besoin d'être spécialiste. Le rapport homme-femme, femme-homme, c'est différent. Mais ça va sauter aux yeux que le papa, soit il va faire du mal à son fils et répudier sa femme. Quel homme va fermer sa bouche tout en sachant que son fils a des rapports avec sa femme? Bon, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré ces cas-là. Les cas qui sont fréquents, c'est les femmes qui n'aiment pas perdre leur foyer. Sinon, les hommes, pour détériorer un foyer et puis reconstruire, c'est du jour au lendemain. C'est la seconde, c'est vrai. Surtout, son propre fils, il ne va pas tolérer ça. Il ne va pas le faire. Mais les femmes, elles ferment les yeux dessus. Je dis ça à quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne le fera pas. 27 22 40 12 58. Je suis accro à la compagne de mon père. C'est le secret de vie de notre témoin Karim et c'est ce secret-là même qui est décrypté, qui est discuté ce soir avec la coach Priska Brou et aussi vous, amis de secret de vie, car c'est ensemble que nous trouvons les meilleures clés pour aider notre témoin à sortir de sa prison émotionnelle. 27 22 40 12 58. Nous attendons vos différents avis. Alors, coach, par où on commence cette délivrance? Est-ce qu'on commence par l'aveu? À qui il va faire l'aveu? Au père directement pour dire, bon, voici ce que... Ce n'est pas une option. C'est différent du cas d'hier. Ça, ce n'est pas une option. Il n'a pas à faire un aveu à son papa, sauf si il veut peut-être... parce que le lien, c'est vrai que c'est la compagne de son papa, mais ce n'est pas le même lien filial ou le même lien sanguin en termes de consanguinité. Exactement. Voilà.
Donc, s'il sent le besoin d'en parler à son papa, c'est peut-être qu'il va le faire. Mais pour moi, l'urgence, parce que souvent, il ne faut pas sortir une histoire juste pour se libérer et détruire toute une famille. Mais à ce stade-là, pour moi, c'est qu'il aille en soins. Parce que son besoin d'attachement, son besoin de reprendre les rapports avec cette femme-là est tellement grand. Il a besoin de faire un détachement. Il a besoin d'une séparation, mais surtout émotionnelle et psychologique. Et avec le temps, il va commencer à développer des relations beaucoup plus saines, à faire moins de comparaisons et à pouvoir s'ancrer dans une relation où c'est lui qui a la relation de pouvoir, où il exprime toute sa masculinité. Parce qu'il y a ce besoin-là. Comme il n'a pas connu de sa mère, il n'a pas reçu l'énergie féminine de sa mère. Et donc, derrière le rapport pour lequel il prend plaisir avec la femme qui est plus âgée, qui est comme sa mère, il y a une sorte de soumission vis-à-vis de cette femme-là. Sinon, qui appelle son fils dans la cuisine pour venir goûter la sauce? On a des garçons qui appellent son fils pour lui viens goûter la sauce. Et lui-même, il apprécie cela, il n'est plus là, mais il fait tout pour revenir. Exactement. Donc, il y a quand même une sorte de soumission, une sorte de subordination à cette femme-là. Et il doit commencer à se détacher et à déconstruire le fait que c'est lui qui doit être soumis à une femme qui a la figure maternelle, mais il doit avoir lui-même son aura d'homme pour commencer à créer une relation où c'est lui qui a la relation de pouvoir en tant qu'homme. C'est lui qui tient les rênes du jeu et c'est lui qui prend les rênes du jeu. Et il doit s'habituer à prendre plaisir dans cette relation qui est propre à lui et non continuer cette relation interdite qui est cette confusion de rôles et qu'on peut aussi traiter d'inceste. Bon, comme ce n'est pas l'épouse de son père, je me suis retenue de prononcer. Alors, coach, est-ce qu'il peut aussi, puisque vous avez parlé de chercher une relation propre à lui, il va prendre le devant. Il a dit qu'il a déjà essayé avec des jeunes filles de son âge, tout ça, ça ne passe pas. Mais ici, il essaie plutôt avec des femmes plus âgées. En fait, il ne faut même pas proposer. En fait, ce profil-là va toujours chercher une femme plus âgée pour pouvoir faire une comparaison, pour se dire, bah, j'ai commencé avec des femmes plus matures. Peut-être que si je prends une femme plus mature que moi, elle va peut-être combler le vide que je ressens quand je suis avec les filles de mon âge. Ça, c'est le profil typique. Mais on ne connaît pas le type de relation qu'il va développer avec des femmes plus âgées. Vous savez, les relations, c'est vrai. Un homme peut avoir une femme plus âgée, une femme peut avoir un homme plus âgé. Mais la différence d'âge à un certain niveau joue un rôle très, très important. Quand l'écart est trop criard, c'est comment on appelle ça, des conflits de génération, des mentalités de compréhension et de gestion d'un certain nombre de choses. À 25 ans, vous avez envie d'être toujours avec des amis de votre âge, oui, aller danser. Il y a des choses que vous avez envie de faire. Bon, si vous avez avec quelqu'un qui a 60 ans, qui est en train de calculer la fin de ses jours, il économise son énergie, il ne veut pas sortir, il veut dormir, il veut faire ci, il veut faire... Il y a quand même un déséquilibre qui va se créer dans votre vie. Mais comme on le dit, la vie, c'est un choix. Donc, il peut choisir des femmes plus âgées que lui, mais est-ce que ça va régler son problème? Est-ce qu'il règle son problème? Une fois qu'il se sent équilibré lui-même, à ce niveau-là, à ce moment-là, il sera mieux averti pour choisir s'il va prendre des femmes de son âge ou des femmes plus âgées que lui. Ok, c'est bien noté, coach. Je suis accro à la compagne de mon père, c'est le secret de vie qui est décrypté ce soir. Et pour ne pas justement que nous oublions notre objectif de ce soir, qui est de trouver les clés pour aider notre témoin à sortir de sa prison émotionnelle, revenons sur les étapes clés, les étapes essentielles de son secret de vie. Moi, c'est Karim. Je suis présent en ce jour pour vous parler de mon histoire. J'ai vécu mon père depuis tout petit et lorsqu'il s'est séparé de ma mère, j'étais encore très petit. Ce qui a fait aujourd'hui que je n'ai pas connu ma maman. Mon père, en vrai, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Je n'ai connu plusieurs. Par contre, la dernière avec qui il est présentement m'a beaucoup marqué. Par son attention, par sa forme. Parce que c'est une femme, elle est jolie, claire,
avait une femme généreuse. En ce temps, je crois qu'il avait 14 ans et elle 22 ans, je crois bien. Et on vivait ensemble et mon père, c'est quelqu'un de beaucoup occupé, c'est-à-dire, il n'était jamais à la maison, quoi. C'est quelqu'un aussi autoritaire, payer la maison, gérer la nourriture, c'est fini. Le reste, je n'ai pas ça. Sa femme était vraiment gentille avec moi et j'ai constaté qu'à un moment, elle commençait à avoir un regard favorable sur moi. Mais je ne me suis jamais posé la question, vu qu'il était encore petit, elle est plus âgée que moi, elle me dit que ça ne peut pas être possible. Mais un jour, elle était en chambre, elle m'a appelé: Karim, est-ce que tu peux venir? Viens m'aider, on va ranger les affaires, tout ça. Lorsque je suis rentré, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé, elle veut prendre quoi, elle s'est abaissée. J'ai vu vraiment le paradis sur terre, c'est-à-dire, j'ai vu sa forme, une forme généreuse. Bizarrement, tout à coup, ça m'a glissé sur moi. Et puis, je me suis laissé emporter. Et puis voilà. Au sortir de là, j'ai eu mon premier rapport. À chaque fois qu'on a l'occasion d'être seul, on sortait toujours ensemble. Et j'ai fini par prendre plaisir. Il arrivait souvent qu'elle en cuisine, en train de cuisiner, elle porte des habits somptueux qui met en valeur sa forme. Et se déhanche en train de cuisiner, elle m'appelle de venir goûter la sauce. Je courais toujours pour aller goûter. Et quand je vais, elle s'arrête toujours à me faire tomber. Et à chaque fois, on avait des rapports. Un jour, mon père était là, il a constaté que je suis tout le temps collé à sa femme. J'ai un regard vraiment bizarre qu'il a remarqué sur elle, tout ça. Donc, il me posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je disais que rien, c'est tout. Moi, je ne me mêlais pas de la discussion. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion d'être seul, on sortait toujours ensemble. Les disputes entre elle et mon père devenaient de plus en plus récurrents. J'ai dû quitter la maison quand j'ai eu mes 18 ans pour aller vivre avec un ami. J'ai essayé d'avoir d'autres relations avec d'autres filles. Mais la vérité, je n'ai jamais cessé de penser à elle, même Marie était loin parce que j'ai l'impression qu'avec les filles que j'essayais de sortir, ce n'était pas pareil au fait. Donc je trouvais des prétextes pour venir saluer mon papa parce que je savais que quand j'allais venir, si on a l'occasion d'être seul, on va encore coucher ensemble. Donc un jour je suis venu, j'ai demandé pour mon père, m'avait savait que mon père n'était pas encore rentré de sa mission, tout ça. Moi j'ai décidé de rester, passer la nuit et puis quand on allait revenir, pour ses nouvelles. C'est ainsi que je suis resté. Et puis, cette nuit-là, elle est rentrée dans ma chambre. On a fait ce qu'il fallait. Et lorsque j'ai quitté la maison, je suis allé avec mon amie. Elle a changé de comportement avec mon père, c'est-à-dire elle est devenue un peu plus hautain, irrespectueuse. Je ne peux pas comprendre que tu ne peux pas avoir le temps, un minimum de temps pour ta famille, non. Non, il méritait au moins ce qui lui arrivait. Je savais que ce n'était pas normal ce qu'on faisait, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux sont toujours ensemble. Je m'efforce à passer à autre chose, mais je n'arrive pas. C'était ma première fois avec elle et ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, mon père, lui, ne le sait pas. Mais je suis là pour en parler parce que ça joue un peu sur ma conscience. Même si, au fond, je ne regrette pas, c'est un peu mon histoire. Je suis accro à la compagne de mon père, c'est le secret de vie de notre témoin Karim. Avant d'aller plus loin dans notre discussion, amis de Secret de vie, permettez que je vous rappelle que c'est encore possible de venir partager vos différents fardeaux avec nous. Pour chercher votre guérison, il vous suffit simplement de nous écrire au 05 06 96 42 35. Vous écrivez sur WhatsApp plus précisément. 05 06 96 42 35. Et si vous n'êtes pas WhatsApp, mais plutôt Facebook, inbox de la page de la chaîne RTI2, vous nous laissez votre nom, prénom, numéro de téléphone et ainsi l'intitulé de votre secret de vie. Comme à l'accoutumée, nous profitons du secret de vie de nos différents témoins pour toucher du doigt un fait qui intéresse forcément. Et ce soir, on parle de l'abus sexuel sur mineurs masculins par des adultes proches. Donc, en somme, l'abus sexuel au masculin. Généralement, on parle des femmes quand on parle d'abus sexuels. On en parle tout le temps sur ce plateau, mais il est important aussi qu'on parle de l'abus sexuel au masculin. On en parle ce soir avec la coach Prisca Brou et aussi avec vous, chers téléspectateurs. On n'oublie pas que la ligne est toujours ouverte, 27 22 40 12 58, pour tous ceux et celles qui aimeraient donner leur avis, donner des suggestions, donner des propositions de solutions pour la guérison émotionnelle de notre témoin Karim. 27 22 40 12 58. Alors, coach, l'abus sexuel au masculin, on en parle avec vous ce soir. Justement, en France, 2 victimes sur 2 sont des garçons. Dans le monde, c'est un garçon sur 13. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais l'ONG Save
Sevedrin disent que les garçons représentent 15 à 25% des cas et 9 sur 10 se taisent. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? L'éducation patriarcale. Garçon ne pleure pas. Ah. Garçon n'exprime pas ses émotions. Garçon ne doit pas montrer qu'il souffre. Garçon doit être fort. Garçon doit être dur. Garçon ne doit jamais dénoncer sa vulnérabilité. Donc c'est tout cette éducation que le petit garçon a reçue. Il se tait. Dans mes balades hier sur Facebook, je suis tombée justement sur un cas pratique comme celui de notre témoin. Et dans les commentaires, la plupart des hommes disaient « Mais lui là, il est chanceux, hein ?» Coach, c'est de la chance ou c'est de l'abus en vrai? Qui est chanceux? On dit que un homme qui a la chance, on va dire, qui sort avec une dame plus âgée, c'est de la chance, ce n'est pas de l'abus. Mais si c'est un homme qui est majeur, ça c'est son choix. Si vous avez déjà 21 ans, vous êtes majeur révolu, vous allez à n'importe qui vous voulez. Mais quand vous êtes adolescent de 0 jusqu'à 17 ans révolu, avant votre 18e année où vous êtes encore classifié comme un enfant, mais c'est un abus. Justement, pourquoi notre témoin ne voit pas cette situation comme de l'abus? Parce que le genre masculin, les rapports sexuels sont perçus différemment par rapport aux femmes. Donc les hommes peuvent avoir des rapports, ils prennent plaisir à ça, c'est le plaisir qu'ils ont. Ils retiennent que le cerveau retient. Une femme qui est violée, par exemple, c'est rare qu'elle éprouve du plaisir. Et même les femmes qui éprouvent du plaisir pendant les viols souffrent 2 fois plus parce que pour elles, ce n'est pas un rapport consentant. Pourquoi est-ce qu'elle a éprouvé du plaisir pendant ce viol-là? Ça lui crée encore un mal-être émotionnel. Alors que chez les garçons, c'est perçu différemment. Souvent, ils ont mal, surtout pour ceux qui ont vécu des attouchements étant petits, mais ils ne le perçoivent pas douloureusement de la même façon que les filles. Et comme on ne les a pas sensibilisés très tôt, étant petits, sur ces questions-là, et qu'on n'a pas... On a un cas où un enfant son oncle abusait régulièrement. Exactement, c'est là que je voulais venir. Au début, il ne prenait pas ça en mal. Il nous a dit qu'il ne prenait pas ça en mal. C'est après il a vu que c'était interdit, que son oncle ne devait pas le toucher. Quand c'est un homme qui touche un garçon, on crie au scandale. Mais quand c'est une dame qui touche un garçon, un enfant... On crie aussi au scandale. On crie aussi au scandale si c'est dénoncé. Donc, on parle d'égalité, on parle d'équité. C'est vrai qu'on défend ici le cas des femmes tout le temps. Mais si c'est une femme qui est à l'origine d'un abus sexuel, on doit crier au scandale. Mais comme 9 garçons sur 10 se taisent, bon, si vous êtes tué, comment on fait pour savoir? Là, je crois que j'ai ma petite réponse, coach, parce que pour avoir lu les commentaires hier sur la toile, je conclus vous savez que les hommes ont tendance à dédramatiser les situations, à ironiser pour ne pas prendre du temps et du silence pour intérioriser évidemment ce mal-être-là qui les ronge. Donc, comme tout propre, c'est une meilleure initiation à la vie pratique. Mais vous allez, si vous les voyez dans leur vie privée, c'est des gens qui souffrent. Ils ont ce mal-être-là. C'est pour ça qu'ils ont tendance à reproduire sur certains enfants des attouchements. Toutes les questions d'attouchement. Aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo où il y a un homme qui allait avec un chat. Il a détruit carrément le postérieur du chat. Mais ce sont des troubles. Ce sont des troubles personnels psychosomatiques qui font que les gens font ça. Mais quand vous allez fouiller, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a vécu des situations pareilles qu'il est en train de reproduire. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut sensibiliser. Hier, je disais, les hommes ont des veines et le sang coule dans ces veines-là. Et ils ont autant les émotions que les femmes. Mais si on ne les éduque pas à prendre en compte leurs émotions, à pouvoir s'exprimer et à chercher de la guérison, ils vont projeter et répéter ce mal-être-là de façon inconsciente. Et aujourd'hui, sur les réseaux, c'est comme si c'était de
de l'amusement, mais c'est dangereux Exactement. de rigoler de ces choses-là parce qu'ils savent réellement qu'ils sont certes en train d'écrire des choses pour rigoler, mais dans leur fin fond intérieur, c'est de la souffrance qui est là-bas. Votre corps, c'est votre intégrité physique. Si quelqu'un vient attenter à votre intégrité physique, vous avez mal, vous en souffrez quelque part. Ce jeune monsieur qui vient de témoigner là, il a ce sentiment d'être soumis. Il dit qu'à chaque fois, il me faisait tomber. Ça veut dire que ce n'est pas de son propre chef que les choses se passaient. Alors là tout est bien dit, hein. Et ma prochaine question là maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes-là. Parce que les hommes, on en a parlé, les violeurs tout le temps, mais les violeuses au fait. Mais ce sont les mêmes pulsions. Non, coach, une femme, c'est celle qui éduque, c'est celle qui donne vie. Les pulsions sexuelles, Lynn, il n'y a pas à faire de femme ou garçon. Si vous n'avez pas appris à maîtriser votre corps, à gérer vos émotions et vos pulsions sexuelles, à tout moment, vous êtes exposé à ce genre de choses. Hier, je disais, quand toute une communauté brime quelqu'un qui a posé un acte négatif, c'est parce que quelque part, dans le fin fond de chacun de nous, ce travail-là existe. Cette possibilité que nous-mêmes, on puisse reproduire ces choses-là existe. C'est pour ça que cette émission-là me plaît personnellement. Ça permet à chacun de recadrer son quotidien, de son miroir intérieur, de se repositionner. Parce que quand vous écoutez certains nombres de faits, ça vous humilie, ça vous met en face de certaines situations que à tout moment, on dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, de la même façon, un homme, il a des pulsions, il ne se contient pas. N'importe qui trouve devant lui, que ce soit un bébé, que ce soit un enfant, il va toucher. Ce sont ces mêmes pulsions-là qui peuvent animer une femme et puis elle va mettre la main sur un garçon. Et dans le cas de notre témoin, la belle-mère, le fait que son mari ne la touche pas, ne la calcule pas, est-ce que ça justifie? Bien sûr. Parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement, elle a ses envies, elle a ses besoins sexuels, elle projette ça sur le garçon, le jeune garçon qui est dans la maison. Les pulsions sexuelles, c'est pour ça que je dis l'éducation de la petite enfance là, c'est très important. Quand vous n'avez pas aidé un enfant à grandir depuis les bébés, à avoir tout le développement psychosocial, psychomoteur d'un enfant, à l'accompagner, parce que les émotions là, les pulsions là, ça commence à venir à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Vous n'avez jamais discuté avec quelqu'un pour lui faire comprendre que quand les pulsions arrivent, voilà le comportement qu'il faut avoir, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Il y a des techniques que nous on enseigne aux adolescents que avec permission, je ne souhaite pas en parler publiquement, pour permettre aux enfants de pouvoir faire baisser la pression et ne pas aller attenter à l'intégrité de leurs amis. Parce que souvent, la plupart des cas de viol se font entre les jeunes ados. Mais ce sont des mêmes techniques qu'il faut aussi apprendre aux adultes pour apprendre à apaiser leur pulsion sexuelle quand ils n'ont pas le partenaire référentiel avec qui ils devraient avoir ce rapport-là. Est-ce que les garçons, les garçons qui deviennent hommes plus tard peuvent aussi porter plainte, tout comme les filles qui ont été abusées? La loi, c'est pour les garçons, c'est pour les filles. Il n'y a pas pour dire que les 20 ans de viol, là, c'est pour les filles seulement. Est-ce qu'ils vont pas te manquer à la police, coach? Tu arrives, dis, je suis venu porter plainte, on m'a violée. Oui, mais si vous voulez regarder le fait que les gens se moquent de vous et que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, c'est c'est votre choix de vie. Mais si vous pensez que le fait de passer par là, c'est un chemin pour vous, pour retrouver votre guérison, pour sensibiliser et aider d'autres personnes à sortir de leur prison, pourquoi pas? Alors, comment justement on peut aider un homme ou un garçon à qui tout le monde dit « Mais tu devais être content, toi au moins tu as eu à goûter un fruit que tout le monde cherche à goûter. » C'est pour ça que tout le monde ne doit pas être informé des situations assez... L'intimité sexuelle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut partager aux gens comme ça. Il faut avoir des oreilles spécialisées, des oreilles attentives, des oreilles professionnelles pour écouter ces genres de choses-là. C'est parce que tout le monde est au courant que tout le monde donne des conseils. Sinon, normalement, ces genres de cas doivent être traités avec des spécialistes. Maintenant, quand vous voulez dénoncer, quand vous avez dénoncé, vous
ne pouvez pas empêcher les gens de se moquer ou de dire n'importe quoi. Mais vous devez rester focus. Vous restez focus sur votre chemin de guérison, ce que vous recherchez, comment vous voulez guérir et comment vous voulez aider d'autres enfants à ne pas tomber dans les mêmes travers que vous. C'est bien noté. Suite et fin de notre discussion juste après la pub. Vous suivez Secret de vie, l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Ce soir, nous profitons du secret de vie de Karim pour toucher du doigt un fait de société qui intéresse bien évidemment forcément. Alors, les abus sexuels au masculin, on en parle ce soir avec la coach Prisca Brou. Grâce au secret de vie, grâce au fardeau de Karim, notre témoin qui est accro à la compagne de son père. Est-ce que je pourrais dire oui, grâce à ce fardeau, mais sinon c'est malheureusement qu'on en parle ce soir. C'est pas quelque chose de joyeux. Oui, oui, donc à cause, ouais, on dirait, à cause du... Voilà, on en parle ce soir à cause du secret de vie de Karim. Oui, c'est bien. Même si l'action, elle est énorme, elle est bonne, on rappelle quand même que la base de notre causerie n'est pas vraiment quelque chose de joyeux. Et ça doit vraiment cesser. Alors justement, coach, comment on peut sensibiliser un garçon? Lui dit de faire attention. Est-ce que c'est le même process que les filles? Lui dit, si quelqu'un te touche là, tu dois dénoncer. Oui. Si on te touche, si on te dit ça, tu dois crier, tout ça. Oui, et puis bon, les garçons, eux, ils découvrent très vite leur puissance sexuelle par rapport aux filles. Donc rapidement, il faut avoir des discussions privées avec les petits garçons. Donc les papas, normalement, c'est leur rôle. Mais vous allez voir, eux-mêmes, ils n'ont pas envie de discuter de ça. Ils vont transférer ça à la maman. C'est pour ça que les deux parents ont leur rôle dans la vie de chaque enfant. Quand l'enfant commence à se réveiller le matin, qu'il a ses érections matinales, c'est des premiers signes. Il faut commencer à lui expliquer pourquoi ça vient les matins. Parce que des fois, ça commence, ils se sentent humiliés, ils ont honte de ça, ils ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne comme ça et personne ne leur explique. Et donc, le jour où quelqu'un va toucher à ça, il y a du plaisir qui accompagne, comme ce jeune garçon, alors il se dit que c'est le chemin qu'il doit prendre et il va continuer dedans. Mais comme psychologiquement, émotionnellement, ce n'est pas quelque chose à faire, alors après, il se rend compte qu'il est dans quelque chose qui ne lui fait pas forcément du bien. Voilà, donc il faut parler aux enfants, il faut leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans les différentes étapes de leur vie, des différents âges. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe que l'addiction aux substances. Quand ça arrive, on a envie, on veut expérimenter. Et quand on est adulte, souvent on a ces envies, on arrive à calmer ces envies-là. Mais quand on est jeune, on est petit, on veut pouvoir libérer cela pour se sentir mieux. Il faut expliquer aux enfants, il y a tout un protocole pour qu'ils apprennent à taire ces pulsions-là et pouvoir avancer sereinement. C'est bien noté, coach. Alors, rapidement, votre mot de fin sur le secret de vie qui est discuté ce soir, celui de Karim. Karim gagnerait à chercher les soins d'un spécialiste pour l'aider beaucoup plus à se détacher et à commencer à créer une vie propre à lui-même, une relation propre à lui-même et pouvoir évoluer dans ce sens-là. Et aussi rechercher les traces de sa mère parce que c'est un véritable besoin émotionnel chez lui. Merci bien à vous, coach. Allez, c'est fini pour ce soir. Merci à notre témoin, Karim. Merci pour votre courage et aussi pour ce partage. Votre histoire est la preuve que l'on peut déchirer la toile même après des années. Au passage, c'est de l'abus que vous avez vécu et n'hésitez surtout pas à porter plainte si possible. Amis de Secret de Vie, merci pour votre fidélité. Rendez-vous est pris demain avec le Secret de Vie de Salif. Ma soif de réussite à l'étranger a viré au cauchemar. C'est le Secret de Vie qui sera décrypté avec notre consultante Prisca Brou. Merci de nous avoir suivis. C'était Lynn Bonti à la présentation, Youyou Hussein assisté de Walid à la réalisation. À demain.